Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, ça continue, le temps bizarre de 1972, tout au moins pour la moitié nord de la France, car il y a des Français heureux, ceux qui habitent la moitié sud et qui, après des nuages matinaux, voient le soleil tout de même prendre le dessus et les températures dépasser quelquefois 25 degrés dans les régions méridionales. Dans le nord, c'est différent, de la Vendée et de la Bretagne aux Ardennes et à la Belgique, des nuages et de la fraîcheur. Il y a même eu quelques bruines sur les côtes ce matin. On espère des éclaircies cet après-midi et on redoute le même type de temps pour demain dimanche. Illustration des rigueurs de cet été. Encore 1 mètre de neige au col du Galibier, le géant des Alpes, que les ponts et chaussées s'emploient à dégager. C'est que le Tour de France va y passer au Galibier dans 3 semaines. Les directeurs sportifs des équipes de cyclistes se demandent s'ils ne doivent pas allonger dès maintenant les cuissardes, les culottes de leurs champions. Ce temps bizarre ne fait évidemment pas l'affaire de ceux qui sont partis en vacances au mois de juin. Et pourtant, il faudrait bien y arriver à cet étalement des vacances dont ont parlé hier à la Baule, une nouvelle fois, les ministres Anthonioz, responsable du tourisme, et Guichard, de l'Éducation nationale. M. Anthonioz a annoncé des mesures pour favoriser le tourisme social l'an prochain, ce qui intéresse 7 à 8 millions de Français qui ont des difficultés à partir en vacances. Et M. Guichard a relancé l'idée d'une modification du cycle scolaire annuel. Compte rendu de la Baule dans un instant. Ça ne saurait tarder. Nous ne manquerons pas l'étalement des sujets dans ce journal. La Baule fait partie des 56 stations de l'Ouest qui participent à l'expérience de l'étalement des vacances. Ce problème a été abordé hier soir dans la station balnéaire par M. Olivier Guichard. Le ministre de l'Éducation nationale a parlé d'un système qui consisterait à faire coller l'année civile et l'année scolaire. Mais auparavant, il a fait une petite mise au point. Quand on parle d'étalement des vacances et quand on en parle dans le comité interministériel, vous passez votre temps à me mettre en cause en disant c'est le ministre de l'Éducation nationale qui tient la clé des problèmes. Eh bien, je vais vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que nous avons pu faire pour étaler raisonnablement les vacances, nous l'avons fait et vous avez eu la bonté de le reconnaître. Nous l'avons fait dans la période des congés d'hiver et cela a eu, je crois, de très bons résultats pour notre hôtellerie de montagne. Mais pour les vacances d'été, c'est un peu plus compliqué et tant que nous n'aurons pas réussi à modifier très profondément le calendrier de l'année scolaire, eh bien, on peut penser, et tout le monde pense du reste, que si la période la plus propice serait peut-être celle que nous avons connue autrefois, vous et moi, du 14 juillet au 1er octobre, la réaction vis-à-vis de ce calendrier est également presque toujours la suivante, c'est qu'il a le très grave inconvénient d'amputer des vacances la moitié d'un des mois les plus ensoleillés de l'année. C'est donc un problème difficile à résoudre et peut-être y parviendrons-nous en faisant coller, si vous me permettez cette expression, l'année scolaire avec l'année civile. À ce moment-là, les examens se passeraient à la fin de l'année civile et on pourrait donc procéder à un certain étalement pendant la période de l'été. Cela n'aurait plus d'inconvénient puisque actuellement nous sommes arrêtés par cette période des examens. Illustration de ce qui se passe au mois de juin dans un département français, un parmi d'autres, ni plus ni moins favorisé par le temps, par le site, par l'affluence touristique. L'Aveyron, où s'est rendue l'une de nos équipes avec Jacques Segui. Nos cousins de l'Aveyron, pour ne parler que d'eux aujourd'hui, espéraient voir arriver les vacanciers de juin en grand nombre. Nocelles et Sauveterre sont 2 villages voisins où les conseils municipaux, les syndicats d'initiative, ont décidé de faire un effort, comme on dit, pour que tout soit prêt et agréable en juin. Poterie ou vannerie, par exemple, à Sauveterre. Comment avez-vous su qu'il y avait un stage ici, madame? Oh, tout à fait par hasard. Hein. J'ai vu ça sur une vieille revue. Il y avait des artisans, notamment un potier à Sauveterre. Et puis...
Longue promenade à cheval non loin de là, à Salmiège, 80 francs par jour, cheval et cavalier nourris, hébergés, soignés. D'où êtes-vous? Bois-Colombes. Vous êtes en vacances en juin ici. Oui, oui. Vous avez des enfants? Non, pas d'enfants. Et si vous n'aimez pas le cheval, vous pourrez découvrir le camping à la ferme. Une initiative tout à fait locale, 20 francs par semaine pour la location de la caravane, plus 5 francs par personne. Libre à vous ensuite d'acheter les œufs et le lait à la fermière. Tout est prêt pour vos vacanciers. Oui, oui. On attend que le beau temps, si on peut dire. Ici, peut-être? Oui, oui. Dans l'entrée là-haut, l'entrée du terrain est là-haut. Et puis, ils s'installent là. Le pré de la fermière est vide, les vacanciers, comme d'habitude, arriveront en juillet et en août. Et s'il n'y a personne, ou presque, ce n'est pas uniquement la faute au thermomètre capricieux en ce moment. Alors, ces vacanciers du mois de juin? Ils ne sont pas encore arrivés, il n'y en a pas. Les touristes du mois de juin, en principe, devraient être là. Mais étant donné le temps qu'il fait, évidemment, ils sont plutôt restreints. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait demain? On va ramasser les champignons, si le soleil sort. C'est pas beau, c'est rien. Des vacanciers donc, nous en avons rencontré quelques-uns, comme ce couple. Lui est soudeur à l'arc à Toulon et elle a de la famille dans la région. Ce ne sont pas eux qui occupent une des 250 chambres de Nocelles ou de Sauveterre. Il y a quelques touristes belges en ce moment, mais ce n'est pas la place qui manque dans les hôtels. Ici, il y a combien de chambres dans votre hôtel? Il y a dans mon hôtel 20 chambres, dont 12 avec sanitaire complet. En juin, quel est le prix de ces chambres? En juin, le prix de ces chambres est de 1500 à 2005, mais pour vous donner un exemple, en août, ça passe de 2000 à 3000 francs. Donc, vous faites une réduction sur le prix des chambres pendant cette période de juin? Un ordre très important, et ceci est fait dans toute la région et même dans tout le département. Est-ce que ça vous a apporté une plus grosse clientèle en juin? Jusqu'ici, ça ne porte pas tellement ses fruits, parce que nous avons l'impression que les Français ne prennent pas leurs vacances en juillet. C'est encore, bien sûr, parce que l'on attend. On pourrait recevoir déjà des milliers de touristes, et là, c'est un pourcentage encore très faible en juin. C'est-à-dire? C'est peut-être 5-6% de ce que l'on pourrait recevoir normalement. Alors, est-ce que vous considérez que, malgré les efforts que vous faites, c'est presque un échec pour l'instant? Il y a cela plusieurs problèmes, savoir les problèmes scolaires qui bloquent encore les vacanciers. Et nous ne pouvons que, pour l'instant, constater, et nous recherchons d'ores et déjà des solutions qui pourraient aider à l'étalement des vacances et permettre aux gens de venir avec leurs enfants. Voici notre dernier vacancier rencontré à Nocelles et Sauveterre avant notre retour. C'est Tour de France d'un homme en vacances? Ah non, je me promène. Vous venez en juin? Ici? Oui, cette année-ci, oui. Et vous venez régulièrement en juin? Non, c'est la première fois. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, il y a trop de monde sur la route. Ce cycliste en vacances a oublié de nous dire qu'il est retraité. La question cette année encore est posée. Faut-il être retraité ou célibataire ou ne pas avoir d'enfants pour pouvoir prendre ses vacances en juin? Oui, toujours le problème des congés industriels. Vous savez bien qu'en France, le mois d'août est celui de la clé sous la porte pour une majorité d'usines. La baisse de production pour ce mois, chez nous, atteint 43% contre par exemple 9% en Allemagne et 5% seulement chez nos voisins de Belgique. Donc trop de salariés contraints de prendre leurs vacances au mois d'août sont privés des avantages offerts hors saison et dont nous parlaient certains Aveyronnais à l'instant. Nous ferons un point complet sur ce qui s'est passé au mois de juin,
pour l'ensemble des 55 stations qui participent à la campagne d'étalement. Nous ferons ce point samedi prochain, le mois étant terminé. Dans ce domaine de protection de la nature et pour des paysages plus agréables, notons que 5 500 communes de France participeront cette année à la campagne Fleurir la France, que les spéléologues français organisent demain une journée nationale de protection des cavernes et des gouffres du pays. Ils veulent protéger ces cavernes, ces grottes qui sont, disent-ils, les derniers lambeaux de la nature vierge. Et puis, pour éviter la disparition de certaines espèces animales, le village des Vigneaux, dans les Hautes-Alpes, vient d'interdire sur son territoire la chasse aux papillons, les battues aux escargots et la destruction des écureuils. Au sud de la Corse, dégagement du pétrolier finlandais Saïja. Échoué sur les rochers proches de l'île de Cavallo, le navire a été vidé de sa cargaison, remis à flot hier et dirigé vers l'île de la Maddalena, en Sardaigne. Quand je dis vidé de sa cargaison, c'est vidé dans un autre navire. Il suffisait bien que 600 des 19 000 tonnes de gasoil que transportait le Saïja se perdent dans la Méditerranée. Mais la pollution constatée là-bas, à l'est de Bonifacio, n'est pas vraiment une marée noire. Le gasoil est plus léger et plus volatile que le mazout et les fuites de liquide venues du flanc du pétrolier sont combattues par tous les moyens antipolluants. L'actualité monétaire, après cela, 7 livres sterling qui flottent depuis hier matin. Un terme maritime pour décrire les malheurs d'une monnaie d'un pays très marin. Un terme qui nous donne d'ailleurs quelques difficultés car on ne sait pas au juste s'il faut dire le flottement de la livre, la flottation, la flottaison. Quel que soit le terme retenu, l'unité monétaire britannique se négocie mal. Ainsi, à Orly ce matin, les possibilités de change sont limitées, ainsi que l'a constaté Michel Denisot. À Orly, depuis 24 heures, on ne peut changer des livres sterling que pour une contre-valeur maximum de 500 francs français. Je ne peux pas changer le franc au Yougoslavie. Vous pouvez les changer là-bas. Là-bas? Là-bas, vous pouvez les changer, oui. Dans Yougoslavie? Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas aussi bien là, hein? Oui? Oh, oui, oui. Je ne comprends pas, c'est impossible. Et c'est une chose nouvelle? Oui. Ah, d'aujourd'hui? Oui. Ah, pour cela, hein? Oh, il n'y a pas de marché d'échange ce matin, donc nous n'avons pas de cours. Nous avons pris un chiffre, disons, après discussion hier avec notre direction générale, en essayant de léser le moins possible les étrangers. À quel taux, alors? Pour la livre, c'est 12 francs. Et quelles sont les possibilités offertes aux touristes anglais de change ce matin? Nous achetons une contre-valeur de 500 francs français en livres sterling. Je pense que ça peut suffire pour dépanner des gens jusqu'à lundi. 500 francs maximum de change par voyageur, cette restriction n'est valable que pour le week-end, mais elle concerne maintenant toutes les monnaies étrangères. Les billets d'une livre ont subi une baisse légère en 5 jours, passant de 12 francs 30 à 12 francs. Baisse plus importante pour les travers tchèques, puisque là, la livre est tombée de 12 francs 37 à 11 francs 30 ce matin. Sur le fond de l'affaire, il n'y a rien de neuf depuis hier. Les gouverneurs des banques centrales des 6 pays européens et les experts des gouvernements se réunissent à Paris aujourd'hui. La plupart des marchés de change mondiaux resteront fermés au moins 24 heures au-delà du week-end. Le ministre français des Affaires étrangères, Maurice Schumann, estimait hier soir que Londres devait revenir au plus tôt à un taux de change fixe pour ne pas gêner l'effort d'unification monétaire européen. Et des difficultés actuelles, le président de la Commission des communautés européennes, Siko Mansolt, tire une conclusion pratique. Il estime nécessaire de tenir comme prévu la conférence au sommet de cet automne à Paris, la conférence au sommet européenne, pour constituer cette union monétaire. Autre nouvelle du monde, réunion commencée hier soir et qui se poursuivra tout à l'heure du Conseil de sécurité des Nations Unies à la demande du Liban mais aussi de l'État d'Israël après les troubles sur la frontière entre les deux pays. Sur place, une nouvelle action israélienne du fait de l'aviation hier après-midi. C'était le bombardement de la bourgade de Deir El Ayasher sur la route qui va du Liban à Damas. 40 morts selon Beyrouth, pour moitié des Libanais et pour moitié des Fédayines palestiniens. Bombardement aussi sur Hanoï, il y a une douzaine d'heures, bombardement par missile. Des quartiers d'habitation et des églises ont été touchés, disent les Nord-Vietnamiens, 200 habitations et il y aurait de nombreux morts. Cependant, à Washington, M. Kissinger rend compte au président Nixon et au secrétaire d'État Rogers, cette photographie reçue ce matin de là-bas, il rend compte de son voyage à Pékin. Violence encore en Irlande du Nord.
Dernière cartouche avant le cessez-le-feu, applicable lundi, on ne sait, en tous les cas, 4 morts la nuit dernière, ce qui porte à 172 le nombre des personnes tuées cette année en Irlande du Nord. Et ce qui laisse peser un doute sur la décision d'arrêt des hostilités qui a été prise par l'IRA provisoire. La politique en France, après cela. Ce week-end, réunion des centristes et des radicaux. Les radicaux qui tiennent congrès extraordinaire à Lille, tout au moins ceux des radicaux qui suivent le président du parti, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ce congrès du Parti radical qui s'ouvre aujourd'hui à Lille est un congrès électoral. Comme l'a dit M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, il s'agit de préparer les candidats du parti aux prochaines élections législatives. C'est précisément cette perspective des élections qui provoque des dissensions graves à l'intérieur du Parti radical. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Une minorité composée en majeure partie d'élus parlementaires veut en effet négocier séparément un accord électoral avec le Parti socialiste. Mais la majorité, avec M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, est engagée avec les centristes de M. Le Canuet dans le mouvement réformateur et ne peut pas s'entendre avec un parti socialiste qui signe un accord de gouvernement avec le Parti communiste. À ce propos, dans son discours d'ouverture, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a envisagé 2 hypothèses. Si les socialistes et les communistes s'entendent sur plus de 80 nationalisations, sur un blocage de la construction européenne, sur un contrat de gouvernement qui enlève toute possibilité d'action à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas d'accord possible entre socialistes et radicaux. Si le programme socialiste-communiste ne montre pas une entente sur ces 3 points, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber est prêt à négocier immédiatement avec M. Mitterrand. Le Congrès portera également sur la doctrine. Là, pas de problème, c'est toujours celle du manifeste radical. Le Congrès se terminera demain midi sur une nouvelle victoire de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, puisque les minoritaires ne sont pas venus, mais ce sont les faits qui, par la suite, montreront la portée de cette victoire. Et puis les centristes, tendance démocratie et progrès, groupés autour du ministre des Affaires culturelles, Jacques Duhamel, pour eux, journée nationale d'études au Palais des Congrès de Versailles. Eh bien, nos objectifs sont simples. Nous voulons la victoire de la majorité et au sein de cette majorité, la victoire des candidats CDP. Vous avez dit que le candidat choisi devait être le meilleur. Alors, quelle définition en donnez-vous? Eh bien, cette définition est évidemment difficile à donner, mais néanmoins, nous estimons que ce candidat doit être inattaquable, irréprochable, en résumé, une personnalité incontestée. Vous estimez que le pouvoir use. Alors, quelles sont les conséquences que vous en tirez? Bien, les conséquences que nous en tirons, c'est que, étant les derniers arrivés au gouvernement, c'est nous qui, semble-t-il, sommes les moins usés. Par conséquent, c'est en priorité des candidats du Centre Démocratie et Progrès qui devront être retenus. Monsieur Pouteville, vous semblez assez sévère avec certains de vos partenaires de la majorité et vous dites qu'ils jouent au chat et à la souris. J'ai utilisé également une autre image. J'ai dit qu'ils semblaient affectionner successivement et alternativement le vinaigre et la camomille. En réalité, et notre président l'a souvent rappelé, la majorité se rééquilibrera. Cela est inscrit dans les faits, il est inutile d'en parler car c'est une loi de la diététique. Les gros doivent maigrir à peine de s'asphyxier. Autrement dit, ils doivent maigrir à votre profit. Évidemment. Y aura-t-il dans certains cas plusieurs candidats de la majorité au premier tour? Nous souhaitons que ceci soit l'exception. Néanmoins, dans certaines circonscriptions où il n'y a pas danger évident de l'opposition, et là aussi où nous ne serons pas arrivés à nous mettre d'accord, il peut y avoir plusieurs candidatures au premier tour. Mais il faut qu'il soit bien entendu qu'un accord formel, un accord de béton sera scellé dès le premier tour de façon à régler les problèmes de désistement. Vous avez dit que les électeurs craignaient l'agitation et le désordre. Est-ce que vous êtes des tenants à tout prix de l'autorité? L'autorité n'est pas une fin en soi. L'autorité, vous le savez, se mérite, mais néanmoins, la liberté exige qu'un certain ordre règne. C'est le souhait des électeurs et c'est pourquoi j'ai tenu à le rappeler. Une autre expression imagée dans cette actualité politique
Une expression à retenir de la part du ministre des Postes et Télécommunications, Robert Gallet, photographie derrière moi, à propos des déclarations du secrétaire général des Républicains indépendants, Michel Poniatowski, photographie sur la droite. M. Gallet ne comprend vraiment pas les démangeaisons qui agitent périodiquement M. Poniatowski. Démangeaisons entre guillemets. Le ministre des Postes entend rester fidèle à ceux qui ont toujours été loyaux avec lui et qui doivent se dire souvent, selon le ministre des Postes, « Seigneur, garde-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge ». L'ORTF, on en parlera à partir de lundi au Sénat, avec la discussion du projet de loi portant statut de l'office, discussion qui devrait durer 48 heures. Hier et avant-hier, la commission spéciale des 24 sénateurs chargés d'examiner ce texte a siégé sans désemparer au Luxembourg. Selon certaines rumeurs, cette commission pourrait déposer une motion préalable demandant que l'examen du statut de l'ORTF soit renvoyé au mois d'octobre prochain. Autre chose, depuis qu'on a commencé à rénover Paris, des dizaines d'immeubles se sont vidés de leurs occupants en attendant d'être démolis. Et dans ces immeubles inoccupés, à Saint-Denis et dans certains arrondissements comme le 13e et le 14e et encore dans d'autres endroits de la région parisienne, dans ces immeubles donc des squatters se sont installés. Des familles sans logement, des gens qui sortaient d'un taudis et qui, appuyés par des organismes comme le Secours Rouge, ont occupé ces appartements vides. Les propriétaires, évidemment, ne sont pas d'accord. Les uns après les autres, les squatters sont donc expulsés. Ainsi, ceux de la rue de la Butte aux Cailles, qui devront partir le 1er juillet. Mais non, c'est pourquoi il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est inadmissible aussi, c'est qu'il y a des logements vides dans cet immeuble. Enfin, ça fait 3-4 ans. Alors pourquoi des logements vides depuis 3-4 ans dans cet immeuble? Quand il y a une crise Quand pareille, il y a une crise de logement partout, c'est tout de même pas normal. Des logements vides comme ceux-là, il y en a à Paris plusieurs milliers, où viennent parfois s'installer des squatters sous l'œil bienveillant des voisins. Lorsque François rentre chez lui, rue de la Butte aux Cailles, il sait que bientôt on le mettra dehors. En attendant, il reste. À 50 ans, après 2 ans passés dans un taudis de banlieue, le découragement l'a mené à l'illégalité. Le taudis, on l'a supporté pendant 2 ans, donc... C'était quoi un taudis? C'est une pièce invraisemblable à Saint-Denis, dans un quartier sale. Ma femme et moi, ça s'est contacté en espérant mieux, mais depuis qu'il y a le bébé, c'était plus tenable. Alors, on a multiplié les démarches à la mairie, à la préfecture, il y a eu 50 agences, position irréalisable, parce que C'était trop cher. trop cher, des millions de cautions, des pas de porte, ou alors acheter, d'abord c'est 50 ans, et on ne me fait pas les crédits comme à quelqu'un de jeune. Alors on s'est mis là à faire l'escorter. Vous avez hésité avant de le faire? Ben oui, j'ai hésité, évidemment, c'est quand même... je me rends compte que ce n'est pas très... C'est logique si on veut, mais enfin c'est... Peut-être on mettre en prison, je sais pas. Vous risquez de vous retrouver un soir dans la rue? Au cas, oui. Bon, ou alors peut-être que vous le faites. Il faudra qu'on nous mette de force à la rue, ça c'est sûr. Enfin, je pense que les camarades sont de mon avis. Vous aviez cherché un logement? Oh là là. Agence, mairie, j'ai écrit à Madame Pompidou, j'ai écrit au Conseil de Paris, alors tous avec un numéro, puis je l'aurai quand? Dans 10 ans? Alors je ne le veux pas dans 10 ans, je le veux maintenant. Et même avec les enfants, vous ne pouvez pas trouver? Si, j'ai bien trouvé avec 300, 400 000 francs de reprise. Alors les 400 000 francs, je ne passe pas. Ça vous paraît normal d'occuper un logement qui est vide? Ah oui, parce que vous savez, dans les conditions où j'étais, j'en avais ras-le-bol. Hein. D'abord, je dis tout de suite non à la violation de domicile et de la propriété privée. Je ne pense pas qu'on puisse accepter une telle attitude. Néanmoins, toute cette affaire-là laisse entier le problème du logement qui présente un caractère assez aigu sur la capitale, et plus particulièrement, je dirais, dans toutes les zones de grande concentration urbaine. Bien sûr, le problème est extrêmement difficile. Il est de plus en plus difficile, bien que sur l'arrondissement en question, le 13e arrondissement, se trouve concentré, je dirais, près de 35% des grandes opérations de logements sociaux depuis que les offices d'HLM pratiquent sur la capitale. Mais on éprouve de plus en plus de difficultés à dégager les terrains nécessaires compte tenu de la rareté des sols et de la cherté des surfaces utiles. Et il est bien évident qu'il faut utiliser des procédures nouvelles, qui sont celles, par exemple, des zones d'aménagement concerté, qui permettent
en accordant au secteur privé peut-être certaines possibilités, de les contraindre aussi au dégagement des sols pour la réalisation d'équipements collectifs et aussi de la construction de logements à caractère social. Mais Paris devient trop cher et les squatters refusent de partir. Dans un immeuble d'ici les Moulineaux, occupé depuis peu par 26 familles yougoslaves, une centaine d'entre eux se sont réunis. Désormais, ils agiront ensemble et le 1er juillet, ils viendront en délégation soutenir les expulsés de la rue de la Butte aux Cailles. Il faut tenir toujours. Et de toute façon, si on nous expulse, vraiment, s'ils arrivent à nous expulser avec toute la force qu'on a, on continuera, on réoccupera ailleurs, et puis c'est tout. Et puis ça recommencera. Piraterie aérienne, 11e tentative d'un pirate parachutiste aux États-Unis. Jusque-là, une tentative réussie. Un pirate qui s'est fait remettre $1,5 million par les responsables de la compagnie American Airlines et qui, de cet appareil, détourné après son départ du sud des États-Unis, de cet appareil donc a sauté en parachute la nuit dernière avec la somme d'argent au-dessus de l'Indiana. L'auteur du détournement est un jeune blanc à la chevelure épaisse qui, détail intéressant, s'est fait remettre les 2 parachutes lui permettant de s'enfuir par les responsables d'American Airlines, mais s'est aussi fait indiquer de quelle façon ces parachutes fonctionnaient. À noter que jusque-là, 9 des 11 pirates parachutistes enregistrés aux États-Unis ont été tués ou capturés. Comme le dirait la police, le crime avec ou sans parachute, s'il paie bien, ne paie pas souvent. Les sports. Une série de succès pour la sélection de basketteurs européens qui rencontrent ces derniers jours en France les États-Unis. 4e victoire des Européens, mais sur quels Américains, Pierre Cangioni? Ces Américains qui jouent en blanc ne représentent pas, loin s'en faut, le dessus du panier du basket des États-Unis. Aucun de ces joueurs n'est d'ailleurs présélectionné pour les Jeux Olympiques. Dans cette dernière minute de la rencontre qui les opposait aux Européens, le Yougoslave Plekas réussit les 2 lancers francs pour faute personnelle de l'Américain Freeman, ce qui porte le score à 99-83 pour la sélection européenne. Les Américains avaient déjà perdu les 3 rencontres précédentes avant de s'incliner hier soir au Touquet. Il est vrai que la sélection d'Europe, avec les soviétiques Zarmua Medov, Serge et Alexandre Belov, les Yougoslaves Plekas et Kosic pourraient affronter avec des chances de succès des sélections plus relevées. L'Américain Mark Sodberg, diplômé de géographie à l'université d'Utah, va réussir le dernier panier de cette série de confrontations, ce qui portera le score à 99-85. À noter que ce joueur pourrait évoluer à Roanne la saison prochaine. 2000 spectateurs seulement ont assisté à cette rencontre. Décidément, on ne trompe plus le public, même en faisant miroiter le label américain. Boxe, la couronne de champion de France des légers a quitté la tête de Jean-Pierre Le Jaouen pour celle de Dominique Azzaro. Victoire au point, au terme des 10 rounds d'un combat terrible, suivi avec passion à Grenoble par les 2500 spectateurs de la patinoire municipale. Et en cyclisme, une question, amateurisme, professionnalisme. C'est Régis Auvion, champion du monde de cyclisme amateur, qui est visé. On lui conteste la qualité d'amateur. Pour éviter une disqualification qui pourrait intervenir au dernier moment de la part du comité olympique, les membres du comité olympique français hésitent à qualifier Auvion pour Munich. Alors si c'était le cas, si Auvion n'allait pas à Munich, il pourrait participer au Tour de France, mais il faut de toute façon, dans ces conditions, que la décision soit prise rapidement. Nous sommes le 24 juin, c'est le jour le plus long de l'année, toute une série de saints pour cette journée, de toute nationalité. Ces saints allemands, Hans, russe, Ivan, et il y a Ivan avec un I et Ivan avec un Y, anglais, Jack, américain, Johnny, breton, Yann, et on a mis aussi Yannick avec lui pour faire bonne mesure. Vous le voyez, traduction en toute langue de Jean, car c'est Saint Jean-Baptiste que l'on fête aujourd'hui. Et les Jean-Pierre, Jean-Michel et Jean tout court de Télémidi n'en sont que plus heureux encore qu'à l'ordinaire. C'est un Philippe, le Gildas, qui vous présentera Télésoir à 19h45.